Alors aujourd'hui, quart d'heure de célébrité d'Annie Sugier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente. Alors, je vais présenter rapidement Annie Sugier et nous allons passer rapidement au vif du sujet. Alors, Annie Sugier, vous êtes scientifique de formation et vous présidez la Ligue du droit international des femmes, une association donc créée par Simone de Beauvoir, afin de dénoncer les atteintes aux droits des femmes sous des prétextes culturels et religieux. Alors, cette ligue, donc la LDIF, s'est attaquée aux violences dont sont victimes les jeunes filles issues de l'immigration. Ça nous rappelle d'ailleurs Ni pute ni soumise. Vous nous expliquerez plus tard la différence entre vos deux associations. Alors, vous avez lutté contre l'excision, le retour forcé au pays, contre les crimes d'honneur, les enlèvements d'enfants issus des couples franco-algériens, etc. Alors, votre ligue s'est notamment constituée partie civile dans le cadre de l'affaire Sohan, dont on se rappelle tous, qui a été brûlée vive, c'est ça, à Vitry-sur-Seine, et donc qui en est morte. Alors, autre combat, plus récent, celui des Jeux Olympiques, afin de dénoncer l'apartheid sexuel dont sont victimes les femmes dans les pays islamiques. Donc vous êtes une militante laïque convaincue, et dans ce cadre, vous avez été auditionnée par l'émission Stasi, Jean-Louis Debré, et plus récemment l'émission sur la burqa, donc de André Gérin. Vous avez finalement contribué à plusieurs ouvrages collectifs, notamment Histoire du MLF, donc le mouvement de libération des femmes, Maternité esclave, le livre noir de la condition des femmes, et plus récemment encore Les dessous du voile aux éditions Riposte laïque. Venons-en à votre activité principale, et notamment au sujet des Jeux Olympiques de la jeunesse, qui étaient les premiers du genre, et qui vont se tenir, pardon, ils ne se sont pas encore tenus, mais qui auront lieu cet été à Singapour, et donc pour lesquels la Fédération internationale du football, donc la FIFA, avait pris une position courageuse contre le voile islamique imposé aux footballeuses iraniennes, comme à toutes les femmes de ce pays par leur loi interne. Or, la FIFA vient de faire marche arrière. Alors, comment faut-il le prendre? Alors d'abord, c'est une histoire qui est relativement longue. Notre implication dans la question du sport, et en particulier des Jeux Olympiques, date de 1992. En 1992, c'est le retour de l'Afrique du Sud après 30 ans d'exclusion pour cause d'apartheid. Et les Jeux Olympiques se passent à Barcelone, donc moi je regarde la télévision et vraiment tout le monde se dit mais la fête est enfin complète, la délégation d'Afrique du Sud passe avec des Noirs et des Blancs, Mandela est là, enfin... Donc là, on a un sentiment de grande joie parce qu'on se dit, on voit bien que quand on se bat pour un combat juste, on peut gagner. Et ce combat juste est passé par le sport. Le film récent qui était passé sur le sujet le montre bien. Invictus. Voilà. Et on a bien vu aussi les athlètes américains qui avaient levé le poing pour manifester la ségrégation dont ils étaient l'objet aux États-Unis. Donc le sport, c'est un endroit absolument extraordinaire, et en particulier le stade olympique, parce que là, on n'a pas besoin d'inventer une loi, on n'a pas besoin d'inventer l'universalisme. La charte olympique, elle est basée sur les principes universels. Si vous ne respectez pas, si vous imposez des discriminations, vous êtes exclu de l'olympisme. Et donc l'Afrique du Sud est de retour. Alors, que vois-je derrière? L'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, que des hommes. J'ai l'impression que je suis la seule à voir ça. Je me dis, mais enfin, comment ça se fait que ces pays-là, qui excluent les femmes, qui pratiquent une ségrégation sexuelle, ne sont pas exclus des Jeux Olympiques? Donc, alors, pour bien comprendre, vous voulez dire que suite à l'Afrique du Sud qui est rentrée dans ces pays-là, d'autres ont suivi. Il n'y a aucun lien avec l'Afrique du Sud? Non, c'est-à-dire que ce jour-là, comme chaque fois qu'il y a une cérémonie d'ouverture, on voit défiler toutes les délégations nationales. Et ces délégations nationales présentent leurs athlètes. Et en fait, c'est une vitrine des sociétés, ces délégations. Donc de la même manière que l'Afrique du Sud pratiquant avant l'apartheid, eh bien, quand elle a envoyé une délégation avant d'être exclue, il n'y avait que des Blancs. Eh bien, l'Arabie Saoudite pratiquant l'apartheid à l'encontre des femmes, elle n'envoyait que des hommes. Mais ça ne choquait personne. Et c'est bien là toute la raison de l'existence de la Ligue du droit international des femmes, c'est-à-dire que
quand il s'agit de raisons culturelles ou religieuses, on se dit « Ah oui, mais il faut le comprendre ». Comme si les principes universels ne s'appliquaient pas. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire pression sur le CIO en disant « Mais pourquoi vous n'excluez pas ?» Il y avait 35 délégations sans femmes. Mais là, vous nous dites que c'est la FIFA. Alors, des années plus tard, ce qui se produit, c'est qu'à cause de la pression, grâce à la pression que nous avons faite, de plus en plus de délégations qui excluent les femmes envoient des femmes. Il en reste quelques-uns, donc toujours l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït. Il n'en reste plus que 3. Mais en contrepartie, maintenant, il y a 14 délégations avec des femmes voilées. La charte olympique, dans la règle 51, interdit toute expression religieuse ou politique. Et ça n'est pas seulement vrai de la charte olympique, c'est vrai aussi des fédérations, parce qu'en fait, ce sont les fédérations qui définissent les règles de l'habillement. Donc, nous, je dois dire qu'on était extrêmement découragés. On s'était dit, mais on arrive à la rigueur à faire comprendre qu'il ne faut pas accepter des délégations qui excluent les femmes. Mais quand il y a des femmes voilées, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. Là-dessus, on apprend que la FIFA a eu le courage, en vue des Jeux Olympiques, qui sont une nouveauté, qui sont les Jeux Olympiques pour la jeunesse, qui pour la première fois donc, vont avoir lieu et qui ont lieu à Singapour. On apprend que l'Iran, dont la délégation de sportives footballeuses doit porter le hijab, puisque tout le monde doit porter le hijab, toutes les femmes doivent porter le hijab, a voulu imposer cette règle à la FIFA, qui a dit « Ah non, je regrette, c'est contraire à mon règlement, pas de signe religieux », chose que le CIO, lui, n'a donc jamais osé dire. Donc nous, on crie « Enfin, il y en a un qui ose résister ». Et en fait, ils n'ont tenu que quelques jours, puisque maintenant, ils ont accepté de recevoir la délégation, à condition que le voile soit un peu plus petit. Ah, donc c'est un revirement de situation fâcheux, comme vous voyez. Oui, fâcheux parce que ça prouve que l'indépendance du sport par rapport à des pouvoirs dictatoriaux comme ceux de l'Iran n'existe pas. Et alors je vois justement que vous aviez amené des illustrations de Oui, ce que parce vous dites. que ce que je crains, c'est le côté compassionnel des gens qui se disent « Ah oui, mais ces pauvres Iraniennes, elles n'avaient pas d'autre solution si elles voulaient tout de même concourir, c'est d'y aller avec le voile. Donc vous êtes une méchante, vous voulez les exclure. » Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de mettre en danger celles qui... Donc là, c'était Hasiba Boumerka en 1992 et Nawal El Moutawakel en 84, qui osaient affronter, l'une algérienne, l'autre marocaine, qui ont osé affronter la ire des intégristes religieux en respectant les règlements officiels. Et on se rappelle qu'elles avaient été très critiquées justement dans leur pays. Elles avaient été très critiquées. Il y avait un imam qui avait menacé Hasiba Boumerka et c'était au moment de la guerre civile en Algérie. Alors, les Iraniens, voilà ce qu'ils veulent. Eux, ils font des jeux séparés pour les femmes. Vous voyez, la presse ne peut apparaître que lorsqu'elles ont fait la remise de médailles. Vous voyez l'air joyeux qu'elles ont. Ah oui, très joyeux. Donc voilà la différence. Donc est-ce que l'avenir que nous voulons, c'est celui-là, ou est-ce que c'est celui-ci? Et est-ce qu'on prend conscience du fait que nous sommes en train de condamner à mort les futurs Nawal et les futurs Hasiba? Très bien. Je crois que la démonstration est claire. Alors avant de venir sur l'Algérie et le lynchage des travailleuses à Hassim et Saoud, j'aimerais juste vous poser une question rapide et donc une réponse rapide sur Éric Zemmour et Alain Soral qui se sont opposés violemment depuis des années au féminisme. Donc Éric Zemmour, c'était notamment par son livre Le Premier Sexe et Alain Soral vers la féminisation. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois qu'il y a une peur de la part d'un certain nombre d'intellectuels, et d'hommes en général peut-être, sur la confusion des sexes. Et ils se demandent si le féminisme ne va pas déviriliser les hommes et donc rendre finalement impossible la mécanique du désir sexuel chez les hommes. Je pense que c'est une erreur complète
de voir le féminisme de cette façon-là. Ce que le féminisme veut retirer, c'est la violence qu'il y a et l'inégalité dans la relation entre les hommes et les femmes. Donc, moi, je suis prête à discuter avec ces personnes. Je pense que c'est une interprétation complètement erronée avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord et je dois dire qu'il me choque. Très bien. Alors, donc, comme promis, passons maintenant au lynchage des travailleuses à Hassim et Saoud. Donc, il y a eu une manifestation du comité de soutien le 1er mai dernier, et celui-ci a prévu une nouvelle manifestation devant l'Assemblée d'Algérie. Et vous essayez de sensibiliser des organisations internationales. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit exactement? Il s'agit de véritables lynchages ou pogroms de femmes travailleuses à Hassim et Saoud. Ce sont des femmes qui viennent du nord de l'Algérie, qui sont chômeuses et qui ont charge de famille et qui viennent pour trouver du travail. Elles ont des petites situations auprès des compagnies pétrolières. Et là aussi, c'est un imam qui a lancé en quelque sorte en 2001, parce qu'il y a eu un premier incident, un premier événement en 2001, une sorte d'autorisation à lyncher les femmes. C'est une fatwa? Oui, c'est en quelque sorte, je ne suis pas spécialiste de Oui, l'islam, mais en tout cas, et voilà que ces événements dramatiques qui ont donné lieu à un livre qui s'appelle « Laissée pour morte », et dont on avait récemment entendu parler par les auteurs de ce livre, viennent de se reproduire en mars de cette année. Et là, ce sont encore une fois des dizaines de femmes qui ont été littéralement lynchées. Elles étaient dans leur maison, ce sont des hommes cagoulés qui sont... Pourquoi est-ce qu'on les lynche parce qu'on dit que c'est des prostituées, ouais. Parce qu'on dit qu'elles volent le travail des hommes, parce qu'il n'y a pas un homme pour les protéger. Donc on se rend bien compte que c'est le résultat d'une société qui accorde un second rang aux femmes. Et comme ça se passait pour les juifs avec les pogroms des nazis. C'est ça, en fait les femmes sont des sous-hommes en l'occurrence. Absolument. Oui. Sans jeu de mots. Alors, dernière question, puisque nous arrivons au terme de ce quart d'heure de célébrité d'Annie Sugier. Pensez-vous que le féminisme résistera à la montée des religions, et notamment de l'islam? En tout cas, je salue le fait qu'il y a des jeunes femmes, comme ni putes ni soumises, qui se sont levées contre l'intégrisme qu'elles sentaient venir dans les cités, qui ont créé des réseaux dans toute la France, et qui ont redonné une couleur aux valeurs qui semblaient bien vieilles, bien vieillottes, de la laïcité de la République. Et donc, d'une certaine manière, elles nous ont fait redécouvrir des choses que nous pensions être du passé. Donc, moi, je crois au contraire que tout d'un coup, la nouvelle génération se rend compte que le féminisme est toujours d'actualité. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Annie Sugier, d'avoir participé à votre quart d'heure de célébrité. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous.